Bonjour, bienvenue à vous qui vous connectez au podcast du Quai, la science, la culture et toutes les curiosités du Quai en une seule émission. Toute la team est là. Mariette, Marlène, Laurent, nos invités. Bonjour à tous. Mariette, dans un instant, vue sur le web avec un buzz incontournable en ce moment. Oui, aujourd'hui on va parler d'un phénomène internet tout récent qui est devenu un véritable même Instagram, le Dolly Parton Challenge. A tout de suite dans Vue sur le web. Marlène, vous serez là avec vos invités et votre rubrique Nouveau Passeur de Science pour nous parler design aujourd'hui. Oui Ghislain, et plus précisément on va parler de design dans les musées. Et avec mes invités, j'aimerais aujourd'hui vous montrer que le design peut non seulement être un véritable outil de médiation scientifique, certains diront vulgarisation, mais aussi comment il nous permet de mobiliser nos publics dans la conception d'expositions. Design toujours aussi en fin d'émission avec vous Laurent et votre playlist. Et oui, on parlera design fiction entre design et science-fiction. Je vois que tout le monde a bien bossé, alors c'est parti, coup d'envoi du podcast du Quai. Vue sur le web, avec vous Mariette, on se connecte avec ce bug incontournable du moment, le hashtag Dolly Parton Challenge. C'est buzz. Ah C'est un bug, oui, c'est un buzz, oui, pardonnez-moi, oui, on va pas en parler des bugs, non mais c'est bien un buzz, le Dolly Parton Challenge. Dolly Parton, c'est une chanteuse de country, donc la culture à l'honneur. Ici, c'est le podcast du Quai, c'est la science qui est à l'honneur. Quel est le lien entre la culture et la science dans cette chronique ? Alors fin janvier, vous avez sans doute eu, vous aussi, vos fils Instagram inondés de montages photos. Vous savez, ces montages quadripartites, donc, qui comportaient des photos d'une même personne, arborant 4 attitudes différentes, donc, dans des cases qui comportaient donc les titres LinkedIn, Facebook, Instagram et Tinder. Alors, on a déjà vu ce type de montage un petit peu sur les réseaux sociaux, mais pourquoi donc y en avait-il tant à ce moment donné et correspondant à ce format bien particulier ? D'autant que si vous avez remarqué, comme moi, votre œil aura été irrémédiablement attiré par le hashtag de la légende qui était hashtag Dolly Parton Challenge. Alors, je ne vous cache pas que tout d'abord, j'ai cru que la célèbre interprète de Jolene était décédée, que c'était une sorte d'hommage, et je ne voyais pas trop le rapport, en fait, à vrai dire, avec ces photos. Alors du coup, vous avez forcément mené l'enquête. Voilà, donc j'ai creusé un petit peu ce hashtag sibyllin, et il s'est avéré que la star américaine, donc icône de la country, avait à 74 ans lancé une véritable mode en postant le 22 janvier sur son compte Instagram, donc ce montage photo, on la voit avec quatre looks, 4 attitudes différentes qui reprennent les codes de tel ou tel réseau social. Alors, un secrétaire 50s avec le petit col lavalière un peu sérieuse pour LinkedIn, qui est un réseau professionnel, donc plutôt une attitude un petit peu formelle. Un look pull de Noël moche, donc pour Facebook, puisque Facebook, c'est plus décontracté, c'est pour les amis, etc. Un look country total jean avec guitare pour Instagram, ce petit côté donc artistique, un peu plus flatteur. Et enfin, un bunny girl de Playboy pour Tinder, puisque sur Tinder, il faut être sexy, puisque c'est une appli de rencontre. Le tout légendé d'un Get a Woman Who Can Do It All. Trouve-toi une femme qui peut tout faire. Ce montage challenge, qui permet de jouer avec ses différentes facettes et personnalités en imaginant quelle serait sa photo de profil idéale selon tel ou tel réseau social, a séduit pas mal de monde, et notamment les institutions culturelles. Vous doutez bien que si j'en parle, ce n'est pas pour rien. Et des institutions donc, qui se sont vraiment engouffrées dedans, d'où la saturation de mon fil Instagram et le sujet de ma chronique. Donc c'est en effet une bonne opportunité pour les musées de valoriser leur collection en mettant en avant et en mettant en scène comme ça leurs œuvres d'art. Donc j'aime bien cette initiative, car encore une fois, c'est une initiative qui permet de croiser pop culture et institutions en un dialogue créatif. Alors quels musées ont joué le jeu avec ce hashtag ? Alors il y a eu Versailles notamment qui a joué le jeu, donc en mettant pour LinkedIn un portrait un petit peu austère de Louis-Napoléon Bonaparte. Pour Facebook, donc un portrait de famille de Louis-Philippe. Pour Instagram, un petit chien issu d'un tableau un peu plus grand. Et pour Tinder, la plastique marmoréenne du Hercule Farnèse de Jean Cornu. Encore une autre institution avec Orsay qui a joué aussi le jeu, donc avec pour LinkedIn un dandy un peu sérieux. Pour Facebook, un portrait, un tableau de famille donc de Basile. Pour Instagram, le moulin de la galette donc de Renoir. Et pour Tinder, une autre plastique, cette fois-ci avec un modèle de nu donc, de Edmond Lebel. Par exemple aussi le Grand Palais qui a surfé, c'était pile les derniers jours de l'expo sur Toulouse-Lautrec, donc ils ont profité pour surfer, pour annoncer un peu les derniers jours, faire une relance, avec pour LinkedIn donc le portrait de Monsieur Fourcade, un peu dandy encore une fois un peu sérieux, pour Facebook une photo où Toulouse-Lautrec est avec ses amis autour d'un petit gueuleton qui a l'air bien sympa, pour Instagram Jane Avril, là, ce côté un peu plus artistique, et pour Tinder un nu féminin donc de Toulouse-Lautrec. Il y a des musées qui ont joué le jeu dans la région quand même.
même aussi. Tout à fait, notamment à Toulouse, donc avec le musée des Augustins, qui a repris le buste donc de Jean-Antoine Chaptal pour LinkedIn, la visite de Marguerite Gérard donc pour Facebook, avec ce côté encore une fois un peu famille, intime. Pour Instagram, le beau portrait dans le bleu donc de Amélie Boris-Sorel, très artistique. Et pour Tinder, le beau chevalier Geoffroy d'Astier et sa petite moustache très actuelle. Dans la culture scientifique, il y a également eu donc, le musée de Paris, le Muséum de Paris, qui a joué le jeu avec les statues du Jardin des Plantes. Le Royal Tyrrell Museum of Paleontology, qui a décliné ses T-Rex, ses squelettes, donc pareil, c'est dans ces situations particulières. Ou encore, particulièrement chez les anglo-saxons, des déclinaisons de concepts ou d'idées, pas forcément émanant de musées ou d'institutions, mais par exemple autour de l'intelligence artificielle, avec 4 robots donc, qui reprennent ces codes. Le tardigrade, ce petit animal le plus résistant au monde, qui a été décliné également. Ou encore Curiosity, le robot de la NASA, qui n'a pas échappé lui non plus donc, à ce challenge. Alors, c'est plus ou moins réussi. Parfois, c'est carrément capillotracté. Il n'y a pas toujours du contenu qui est apporté. C'est un petit peu ce qui est dommage. Ça aurait pu être creusé un peu plus. Mais ça le mérite de mettre un petit peu en avant, comme ça, les œuvres, les collections, de les valoriser. Et moi, mon préféré, alors celui qui m'a fait le plus rire en tout cas, c'est celui du Diefenbunker. Pardon pour ma prononciation, donc le musée canadien de la guerre froide, qui a relevé le challenge en mettant en scène donc son blast tunnel, donc le tunnel d'explosion, donc en mode un peu sérieux futuriste pour LinkedIn, en mode mignon avec un petit enfant et son parrain donc sur Facebook, en mode chat, voilà les chats, c'est même Internet en puissance donc pour Instagram, et pour Tinder, tout simplement une explosion atomique, puisque pour Tinder, il faut que ce soit chaud. Caliente, caliente. Merci beaucoup Mariette. Toutes les images sur ce challenge, donc Dolly Parton Challenge, qui a fait donc le buzz sur Internet, à retrouver sur quai-des-savoirs.fr. Et vous avez joué le jeu ou pas? Non, c'était pas nécessaire vu la somme de challenge qui a été relevée. J'aurais rien apporté de plus. Point trop d'infos, ça suffit. Merci Mariette. Et à tout de suite. La suite de notre podcast, on va parler donc design dans les passeurs de sciences avec vous, Marlène, et vos invités. Nous accueillons Émilie Cazin. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes donc basée à Toulouse, vous êtes designer transdisciplinaire, vous travaillez entre autres avec des musées sur des projets de design d'espace ou encore sur des projets de design thinking, je l'ai bien dit? Oui, on va fait. tout expliquer dans un instant avec Marlène. Et puis Alexandre Echassorio également avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes designer industriel et fondateur du studio Crafter à Paris. Votre particularité, vous êtes impliqué dans des projets de vulgarisation scientifique notamment. Alexandre, vous avez conçu un petit spectacle de poche qui s'appelle Physique Circus. Il a été présenté en 2018 au Quai des Savoirs et nos publics ont pu découvrir la supraconductivité au cours de démonstrations où des objets lévitaient et l'azote liquide coulait à flot. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est quoi ce projet Physique Circus ? Alors ce projet de Physique Circus, c'est en fait une valise. C'est un dispositif vraiment mobile que j'ai conçu avec une équipe de scientifiques du LPS de Orsay, le laboratoire de physique des solides de Orsay. Et le cahier des charges était comment nous pourrions amener la science et le savoir-faire des scientifiques dans des lieux comme les collèges, des lieux d'exposition, des lieux temporaires, sans en fait... une solution pour amener donc du contenu directement auprès des publics. Donc à destination plutôt des enseignants, des médiateurs, médiatrices, animateurs dans les musées, c'est ça? Exactement. Et ils peuvent s'en saisir en autonomie. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'était de reprendre un petit peu le déploiement d'une petite valise, comme l'avait fait Calder avec un cirque qu'il déployait devant les gens. Sauf que là, chaque... élément du cirque qui sort de la boîte est en fait un contenu scientifique à exploiter et à raconter au public. Donc il y a des petites scénettes où en fait les bestioles, parce que j'ai utilisé une forme très ludique avec des espèces de petits oiseaux à plumes, et des petits... ils ont tous une petite identité. Et en fait on exploite chacune de ces identités pour parler donc d'un phénomène bien précis de supraconductivité, sous une forme bien évidemment drôle, ludique et qui capte en fait l'attention d'un public. Et comment un designer se retrouve avec une équipe de chercheurs à travailler sur un projet comme ça? Eh bien, au début, il galère un peu, mais j'ai la chance de travailler donc avec des scientifiques qui sont
on a construit en fait avec ces scientifiques cette expérience de la vulgarisation au point qu'une partie de ces chercheurs sont devenus des chercheurs en vulgarisation et non D'accord. plus des chercheurs en supraconductivité. Et donc la vulgarisation est devenue leur métier. Et ensuite, j'ai constaté que ces scientifiques avaient un amour de la narration. Et là où c'était intéressant de collaborer, c'est que moi, je pouvais, avec mon regard complètement novice, et en plus, j'avais la chance d'être nul en sciences. Et du coup, ça a permis de scénariser les choses de façon extrêmement claire. C'est-à-dire que si moi, je ne comprenais pas, une bonne partie n'allait pas comprendre. Et donc, de rendre les choses extrêmement claires via l'histoire qu'on voulait raconter. Donc, quel fil conducteur on tire avec un scientifique autour d'une bestiole, par exemple? Qu'est-ce que va faire la bestiole quand elle sort de sa maisonnette? Est-ce qu'elle va aller voir un petit train? Est-ce qu'elle va se mettre à léviter pour danser? Et donc, moi, je déroulais une histoire et les scientifiques complétaient cette histoire par la science et expliquaient que si le petit oiseau regarde vers là-bas, c'est parce qu'il a une mémoire des champs électromagnétiques et qu'il... Voilà, donc on a vraiment construit une histoire ensemble. Avec des publics tests ou pas? Ou est-ce que c'était vous finalement? Vous disiez que vous n'étiez pas scientifique. On a... En fait, le cirque a pris tellement de formes, c'est-à-dire qu'il devait être filmé par une webcam pour parler en conférence face à un public. Ensuite, il a été exposé dans des musées, puis il a été exposé sur comment on appelle ça, les journées de la science, dans des CNRS. Donc, il a toujours été un peu testé sur le tas. Voilà. D'accord. Ouais. Vous, Émilie, vous travaillez comme ça avec des professionnels qui viennent pas du tout du même milieu que vous, qui n'ont pas le même langage. Ça vous arrive aussi? Ça m'est arrivé notamment dans le cadre de la scénographie du musée Saint-Raymond. Alors Musée d'archéologie de Toulouse. Musée d'archéologie de Toulouse. On pourrait s'attendre à ce que ça soit des milieux qui se comprennent dans le milieu des arts, j'allais dire de façon assez vaste. Pour autant, en fait, on est confronté à un comité qu'on va dire scientifique avec des gens qui sont hyper spécialisés dans leur domaine. Et comme le disait Alexandre à l'instant, en fait, ce qui est d'intéressant, c'est que nous, en tant que designers, on a une expertise technique sur notre métier, mais on est toujours des novices du métier de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui permet d'avoir toujours ce contre-regard de ce qui paraît une évidence pour quelqu'un qui est plongé dans son milieu au quotidien, n'est pas une évidence pour le grand public. Et donc, moi, j'ai toujours à cœur de justement être ce bon cobaye, j'allais dire, dans mon métier, d'avoir la casquette de celui qui comprend rien, pour être sûr qu'on arrive à transmettre un propos scientifique, technique, pointu, avec différents degrés de lecture. Vous êtes en train de me dire tous les deux que finalement, un bon designer, c'est quelqu'un qui a de l'empathie. Je pense que c'est pas dans notre intérêt de designer que d'être spécialisé. Il vaut mieux que nous restions des passerelles entre plein de domaines en ayant volontairement une vision d'ensemble des choses. Et devenir trop spécialiste d'un domaine, c'est pas forcément un atout. Sauf si on est un designer ultra curieux d'un seul domaine. Mais je pense que la curiosité fait par nature partie de notre métier, enfin de notre en tout cas pratique. Et donc nous ouvre forcément vers plein de champs et de fait nous oblige à être un peu de les survoler. On ne peut pas devenir spécialiste de tous nos clients ou de tous les domaines qu'on balaye. Émilie, vous m'avez dit quand on a préparé cette émission que l'usager, les publics étaient vraiment au cœur de votre métier. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience avec le Muséum de Toulouse en 2019 ? Alors, l'expérience que j'ai avec le Muséum de Toulouse, c'est dans le cadre d'un partenariat avec le DSA de Rive-Gauche, du lycée Rive-Gauche. C'est une formation design. Formation de design post-bac. À Toulouse. Où, en fait, depuis 3 ans, alors Alexandre a initié cette collaboration. Sur la première année, je suis intervenue sur les 2 années suivantes, où il est question de comment le design peut aider à la vulgarisation scientifique, comment le design est la passerelle entre l'usager final du muséum et un comité scientifique. Et dans les méthodologies qu'on utilise, on a ce qu'on appelle les méthodologies de design thinking. Alors ça paraît être un gros mot comme ça, c'est en fait rien d'autre que de la méthodologie de travail d'un designer au quotidien. Aujourd'hui, on a eu besoin de théoriser ça parce qu'on essaye de l'introduire de plus en plus dans différents champs de disciplines, et notamment comme levier d'innovation sur des
des problématiques autres que du design. Donc on transpose votre méthodologie pour, par exemple, au muséum. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement avec ces étudiants ? Alors, on a eu une phase d'enquête de terrain où en fait là il est question d'aller à l'encontre des usagers au sein du muséum, de comprendre leurs problématiques, de comprendre leurs envies, leurs besoins, quels sont les enjeux aussi côté conservation et médiation, pour faire rencontrer ces deux mondes qui ont beau cohabiter au quotidien, ne sont pas forcément toujours les unes avec les autres. Et donc là, c'est vrai que le risque quand on est dans un métier au quotidien, c'est d'être tellement focalisé sur sa problématique scientifique qu'on en oublie à qui on s'adresse. Et dans l'autre sens, c'est que le dialogue se fasse pas. Donc on utilise tout un tas d'outils d'enquête qui permettent de faire remonter du terrain des besoins d'usagers pour répondre à cette problématique-là. Vous prenez en compte les avis des publics du muséum pour construire une exposition ou des animations qui leur seront adaptées, en gros. Alors c'est ça, mais pour autant, il ne s'agit pas de guider le muséum dans sa programmation en faisant que ce que le public attend. C'est plus aider au dialogue. J'allais dire, le designer est plus un plateau de dialogue, un serviteur de dialogue, j'allais dire un facilitateur. Et de ces problématiques-là naissent des pistes d'innovation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand ça pousse aussi dans des retranchements des équipes au quotidien, que ça bouscule des habitudes. Et puis, c'est là que s'enclenche le processus design. Le designer, il apporte quoi en plus du scénographe ? Parce que c'est deux métiers différents, scénographe, designer. Qu'est-ce que le designer fait en plus ou en moins ou de façon différente par rapport à un scénographe sur une exposition comme ça ? J'allais dire, je pense que c'est plus des questions de langage. C'est que un designer d'espace peut être un scénographe. Enfin, c'est des questions de comment on appelle les gens. On peut l'appeler scénographe, muséographe, designer d'espace, designer d'expérience. Il y a tout un tas de... Il y a un registre, un vocabulaire qui aujourd'hui n'est pas aussi segmenté qu'avant. Et c'est la richesse de notre métier, c'est qu'on peut être un jour dans une institution muséographique et le lendemain dans un laboratoire CNRS. On a cette chance-là au quotidien de pouvoir évoluer dans plusieurs domaines. Moi, j'allais dire la vision, et ça, je me répète un peu par rapport à tout à l'heure, c'est que ma posture, elle a été d'être un novice de l'Antiquité dans un musée hyper spécialisé, avec des gens qui, au quotidien, sont tellement happés par leur passion qu'ils avaient besoin d'un contre-regard sur comment montrer leur collection au public aujourd'hui. Donc, je les remercie de m'avoir accordé cette confiance-là. Sur lequel vous avez travaillé du coup en design d'espace. Et c'est celui-là du coup qui vous a le plus marqué dans votre expérience de designer. On va parler de design d'espace avec Alexandre. Vous présentez pas vraiment comme designer d'espace, vous parlez plutôt de design objet. Pourtant, j'ai en tête, vous allez peut-être considérer que c'est pas du design d'espace, et moi je pense à un tout petit espace. Vous me voyez venir ? Je pense au musée de 1 mètre carré, le plus petit musée du monde, qui a été présenté au Quai des Savoirs en décembre 2019. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce tout petit musée ? Tout à fait. Mais c'est une collaboration avec le CNRS, le même laboratoire, qui avait initié le Physique Circus. Et là, l'idée, c'était non plus de partir d'un sujet scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une volonté de démontrer, de parler de physique, de supraconductivité, mais c'était vraiment réfléchir comment on peut profiter de tout ce qu'on voit dans un musée, c'est-à-dire une galerie de portraits, des cabinets de curiosité, un cinéma, une entrée, du contenu écrit, mais sur 1 mètre carré. Et donc, d'ailleurs, ça s'est pas tout de suite écrit comme ça, c'est-à-dire que la personne avec qui je travaille m'a dit... Julien Bobroff. Voilà, Julien Bobroff, que je salue, et m'a dit, voilà, on aimerait quelque chose qui tienne sur une table, qu'on puisse charger dans une voiture. On est encore dans un objectif d'itinérance, oui, voilà. À destination des écoles, oui, encore mais exactement, non, plutôt à destination d'universitaires, de lieux de passage scientifique, d'entrée, de musées même. Et l'idée, c'est de se dire, au sein d'un musée, on peut créer un autre sujet beaucoup plus compact et beaucoup plus... et pourtant très alimenté, c'est-à-dire qu'il y a quand même...
il y a 2 vitrines, il y a 16 tableaux, il y a un vrai cinéma. Mais donc tout ça sur 1 mètre carré. Donc ensuite, moi j'ai eu carte blanche pour réfléchir à un dispositif que j'ai choisi en fonction de leur cahier des charges. C'est-à-dire que je sais qu'ils ont des petites voitures, ils doivent se garer en ville. Donc j'ai choisi de faire comme ça un petit dispositif sur 3 tréteaux qui contiennent chacun 3 cubes. Et donc c'est 9 petits cubes en corian. Sur lesquels donc, tout le public, grand et petit, peut venir donc, regarder dedans, tirer des poignées, enfin, en fait, ont une action physique sur l'objet, ce qui était un double challenge, parce que là, pour le coup, il fallait que ce soit solide. Et là où j'ai pu accompagner l'expérience, c'est qu'on a, là, pour le coup, testé, on l'a fabriqué nous-mêmes et testé en direct chez vous, d'ailleurs. au Quai des Savoirs. C'était du vrai test. Et donc le contenu de ce musée, c'est de la physique quantique, puisque vous travaillez avec Julien Bobroff et ce sont... c'est sa spécialité. Est-ce que le musée a été pensé pour accueillir d'autres expositions ou est-ce que c'est vraiment spécifique à cette thématique-là et puis vous verrez après si... Alors non, exactement. Ça a été vraiment conçu comme un support générique, c'est-à-dire que ça peut accueillir une exposition sur le football comme sur les bananes ou un sujet scientifique. C'est vraiment... L'idée, c'est que ce soit très large. Mais le faisant avec le CNRS, effectivement, on a axé la première exposition sur un sujet très scientifique qui était la physique quantique. Mais le dispositif fonctionnerait pareil pour un autre sujet. Et il est aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il est au CNRS pour en attente, je crois, d'un prochain sujet scientifique. Ouais. Je ne peux pas vous en dire plus. Toujours sur 1 mètre carré. Toujours sur 1 mètre carré, oui. À quand les 2 mètres carrés ? Ah, ça c'est... Il faudra un deuxième designer. C'est ça. Et un deuxième scientifique. J'ai une dernière question pour vous deux. Donc on évoquait un peu ensemble tout à l'heure en parlant des publics que remettre le public, l'usager au cœur des pratiques, c'est votre métier. Mais ça fait partie aussi de notre métier aujourd'hui, encore plus dans les institutions culturelles. C'est vraiment d'actualité. Nous, on essaie de tout concevoir en prenant en compte au mieux les attentes, les motivations de nos publics. Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de travailler systématiquement avec un designer ou est-ce que vous pensez que nous, médiateurs, on peut s'approprier de vos méthodes ? Je pense que vous devez vous les approprier, mais qu'effectivement, là, une collaboration devrait être nécessaire. Je pense, parce que notre métier, nous, c'est d'anticiper des problèmes qui n'existent pas au moment où on y réfléchit. Donc ça, c'est très difficile. Et là, je pense qu'il faut être un peu, comme vous disiez tout à l'heure, être beaucoup dans de l'empathie, mais à la fois se projeter. Il faut là presque faire du design fiction pour le coup, c'est-à-dire se dire quels problèmes vont être générés par quelque chose qui n'existe pas encore. Et là, je pense que pour de la médiation, c'est-à-dire que les objets vont être manipulés, montrés. Et oui, l'accompagnement de designer est très important, je pense. Émilie ? Ouais, je compléterai ce que dit Alexandre en disant que il y a des outils qui sont transférables aujourd'hui, clairement, et le but d'un designer, c'est pas de se rendre indispensable non plus au quotidien. Pour autant, je pense que le designer, ce qu'il apporte dans un accompagnement comme ça, c'est de réfléchir à la question d'après et surtout de soulever des possibles qui ne sont pas envisageables quand on n'a pas forcément un métier créatif au quotidien. C'est pas une critique quand je le dis, mais c'est vrai que nous, on a cet esprit à être toujours en ricochet. Vous êtes des vrais facilitateurs. Je pense qu'on peut dire que les designers sont des médiateurs à la croisée de l'artisanat, de la recherche, de l'innovation, la technologie et des publics. Ça vous va comme définition ? Ouais. Pas mal, ouais. Mais j'ai terminé pour aujourd'hui. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous au Quai des Savoirs pour venir voir l'exposition Code Alimentation jusqu'en septembre 2020 et on y retrouve notamment quelques objets conçus par Alexandre. Et pour retrouver donc tous vos travaux et toutes vos actualités, vous avez des sites internet pas très compliqués pour vous trouver, c'est vos prénoms, vos noms, c'est ça ? C'est ça. Alexandre alexandre-chasseriau.com. Exactement. Et emiliecazin.com également. Tout à fait. C'est pas plus compliqué. Allez, merci à tous les deux et à très bientôt. Merci.
Design, donc, suite et fin. Design fiction, précisément pour votre playlist, Laurent. Une méthode plutôt récente pour imaginer le futur et nous raconter des histoires, finalement. Et oui, à l'occasion de la présentation de l'expo Code Alimentation, comme vient de le dire Marlène, au Quai des Savoirs à Toulouse, je vous propose une plongée dans l'univers du design fiction. Cette pratique de plus en plus répandue qui consiste à mêler design et science-fiction afin d'imaginer et de se projeter le plus concrètement possible dans le futur et de le questionner. L'exposition Code Alimentation est sous-titrée « Explorons le futur de l'alimentation ». Elle répond à cette promesse à travers des dispositifs habituels, des expos scientifiques, c'est-à-dire des graphismes, des interviews d'experts, des jeux interactifs, des petites manips, mais aussi par une expérience de visite originale créée avec des auteurs de science-fiction. L'expérience d'un jeu de rôle dans une ville du futur imaginaire nommée Trapelin. Bien sûr, la scénographie de cette ville est plutôt symbolique, mais on peut y découvrir de curieuses affiches et même des objets qui n'existent pas encore aujourd'hui, comme par exemple un porc côtier sur sa branche. Savez-vous ce qu'est un porc côtier, Ghislain ? Ça n'existe pas encore aujourd'hui. Comment voulez-vous que je sache ? Facile. En fait, il s'agit d'une nouvelle espèce végétale qui a les mêmes propriétés qu'une espèce animale. Le même goût, la même texture, les mêmes apports nutritionnels. Le porc côtier est issu d'un croisement entre l'arbre à pain, l'églantier et le maïs. Le porc côtier pousse sur une treille, comme on peut en voir dans les jardins. Sur la treille pendent des fruits à protéines qui ont une vague allure de côte de porc. Ces fruits à forte teneur carnée, qui réjouissent à la fois les amateurs de viande et les véganes, ont des fibres très denses et sont riches en protéines, savez-vous ? Leur goût se rapproche aussi de la viande, et dans le futur, cette plante sera plutôt répandue dans le monde agricole. En tout cas, c'est ce que nous en disent Catherine Dufour, Licam, Norbert Merjanian et Jean-Claude Dugnac, qui sont les 4 auteurs de SF qui ont participé à ce projet. Évidemment, il s'agit d'une spéculation, vous l'avez bien compris, une fiction, et non pas d'une prédiction du futur. Sa principale fonction, c'est de nous interpeller pour nous interroger sur cette idée qui est déjà en cours aujourd'hui, de faire ressembler certains végétaux à de la viande pour mieux nous aider à nous passer de la viande animale. Je ne sais pas si vous me suivez, moi je me perds. On trouve déjà des steaks végétaux dans n'importe quel supermarché. Cette idée de porc côtier et sa description narrative ont ensuite été confiées au designer Alexandre Echassoriot, qu'on connaît bien au Quai des Savoirs, afin qu'il puisse lui donner une forme, des couleurs, une matérialité, un poids. Puis, l'équipe de conception de l'expo a fait réagir des scientifiques sur ce porc côtier. Est-ce que c'est totalement loufoque ? En quoi cette idée nous parle des recherches actuelles et des tendances de la recherche en agronomie pour le futur ? Vous pourrez découvrir leurs réponses en parcourant cette expo. Et sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, vous voici pris dans une démarche de design fiction. Pour des musées, des artistes, des collectifs, des collectivités locales qui veulent co-construire le futur avec leur public, leurs concitoyens, leurs sympathisants, les méthodes de design fiction apparaissent depuis quelques années comme une voie fructueuse à explorer collectivement. Au Quai des Savoirs, on l'avait déjà abordé en 2018 avec l'expo Humain Demain, où des designers avaient conçu et fabriqué des dizaines de boîtes packaging pour littéralement vendre des innovations et des technologies de réparation et d'augmentation de l'humain. On pouvait par exemple choisir d'investir dans un bon pour un organe en bio-impression à la demande, ou encore dans un pack « Demain tous coupables » contenant une machine à prédire les crimes par le big data. L'une des forces du design fiction, c'est qu'il peut s'appliquer à n'importe quel domaine, à n'importe quel sujet, existant ou à venir. Le musée des Confluences, à Lyon par exemple, propose ce printemps des ateliers de design fiction pour imaginer des alternatives à la prison, dans le cadre de la programmation culturelle de sa nouvelle expo « Prison au-delà des murs ». C'est une expo que vous pouvez voir jusqu'au 26 juillet prochain. Ces ateliers sont animés par le Design Fiction Club de Max Molon, qui est hébergé à la Gaîté Lyrique à Paris. Le Design Fiction Club, c'est un des pionniers en France à avoir popularisé et développé ce qu'on peut appeler aussi le design spéculatif. Et vous trouverez des vidéos sur son site web pour tout comprendre à ces concepts. Enfin, une dernière référence pour aujourd'hui, c'est celle du podcast Bio is the New Black, conçu et réalisé par Élise Rigaud, doctorante et chargée de cours à l'université Toulouse-Jean Jaurès dans le laboratoire LLA Creatis et aussi au LAS CNRS. Elle propose une rencontre passionnante avec David Benke, chercheur et designer à Londres au Royal College of Art, sur les enjeux et les perspectives du design spéculatif appliqué au champ des biotechnologies. À noter les très nombreuses références proposées par Élise dans le descriptif de cet épisode. Bref, vous l'aurez compris, construire le futur ensemble passe par raconter des histoires, faire vivre ces histoires entre science et fiction, design et science-fiction. Merci pour cette belle histoire. Il me tarde de découvrir vos recettes de porc côtier, Laurent. Allez, à tout de suite pour vos connexions sur Internet. N'hésitez pas. Vous continuez à découvrir nos actualités sur quaidessavoirs.fr pour en savoir plus sur cette émission. Un podcast à écouter, à réécouter à volonté, évidemment, sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, Google Podcast, etc. Laurent Codoul aux manettes de cette émission. Merci beaucoup pour la technique, Laurent. Arnaud Maisonneuve, c'est notre chef d'orchestre. Merci pour la réalisation. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez curieux et à très bientôt.